10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, nous allons partir à la rencontre de Louise, deux passeports, un français, un anglais, anglaise d'origine. Bonjour Louise. Bonjour Gauthier. Cela dit, on va l'entendre parce que tu as gardé ce petit accent charmant. Ça se garde un accent, ça s'entretient ou c'est inné ? Absolument pas. J'ai passé des années à essayer de m'en débarrasser, mais ça ne partira pas. C'est pas maintenant que ça va partir. C'est très joli en tout cas. Tu es originaire de Liverpool. Moi, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé aux Beatles. Tu m'as rappelé qu'il y avait aussi une célèbre équipe de foot. C'est peut-être parce que je suis plus passionné par la musique et notamment par le plus grand groupe du monde que par le football. Mais c'est quand même culturellement, la pop culture, elle est incroyable en Angleterre. Complètement, et ça fait vraiment partie de la vie de tout le monde. Chaque pays, chaque ville a son groupe de musique et les habitants soutiennent ce groupe. Donc oui, je suis de Liverpool et oui, je soutiens les Beatles. Tu es arrivé en France à l'âge de 20 ans. Oui. Tu vas travailler notamment trader à la Bourse de Paris. Alors ça, c'est un métier, ça doit être passionnant. C'était génial. J'ai crié toute la journée. Comme une folle, on se croirait à un marché de poissons presque, à gueuler toute la journée. Mais c'était vraiment super. Mais c'était la bonne époque. Donc, c'était vraiment l'époque où tout le monde se connectait, tout le monde criait. C'était pas les machines, les ordinateurs qui traitaient. C'était vraiment un côté humain. C'est comme dans les films, quoi. Oui, exactement. Wall Street à la française. Et maintenant, c'est plus comme ça. Donc, du coup, l'informatique a remplacé ces crieurs. C'est beaucoup plus informatisé, oui. Ton mari bosse dans le domaine du pétrole et tout ça va vous donner la possibilité de voyager un tout petit peu. Tu vas partir en Norvège, retour en Angleterre et expérience aux USA. C'était où les USA ? Houston, Texas, le centre du pétrole. 4 enfants vont arriver pendant ces aventures. Ils vont naître en expatriation ? Non, pas du tout. Ils sont tous nés en France. En fait, j'ai travaillé, après j'ai fait congé parental et une fois que les enfants étaient un peu plus grands, on est parti en expatriation. Le plus jeune avait 6 ans quand on est parti. Et justement, ça va nous amener dans le sujet du jour. On va parler de la création de ta société Expat Student. Quand on a 4 enfants qui grandissent, à un moment, ils doivent faire leurs études. Et là, tu vas découvrir que c'est pas si simple que ça. Parce que faire des études à l'étranger, c'est pas forcément le même modèle que ce que l'on connaît en France, pas les mêmes process. Et tu te dis que finalement, pour les expats, il faut avoir un peu d'expertise pour s'y retrouver. Oui, c'est clair. En fait, on était au Texas, on était dans un lycée français avec un très bon conseiller d'orientation, mais mon plus grand voulait faire médecine, il voulait aller en Angleterre et la conseillère d'orientation a dit clairement qu'elle n'avait jamais fait ça, elle ne savait pas faire. Donc, je me suis mis en mode un peu tiger mom, si je peux dire, et je me suis occupée de tout apprendre, de savoir comment faire, les examens à passer, les entretiens à passer pour l'accompagner. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, les Français à l'étranger, on n'est pas forcément très, très bien accompagnés parce que nos enfants ne veulent pas forcément revenir en France. Ils ont goûté au monde extérieur, ils ont voyagé, ils ont vécu dans d'autres pays, ils veulent continuer cette expérience. Et c'est ça qui m'a lancée dans ce changement de carrière. Alors aujourd'hui, tu as un médecin, un ingénieur, un veto. Le 4e est resté en France, il est ingénieur. Ils ont tous réussi leurs études. Tu les as donc du coup un peu aidés et tu en aides beaucoup d'autres puisque... je les ai aidés à commencer leurs études. Après, le chemin, prendre le bon chemin. C'est sûr derrière. Oui, et après, j'ai commencé, j'étais encore aux États-Unis quand on a commencé. Donc, je ne pouvais pas travailler. J'étais sous une visa de L2, donc je ne pouvais pas travailler. Donc, j'ai commencé un peu par aider les copines, les familles, me renseigner. Revenant en France, donc j'ai créé la société à l'époque avec une copine qui est depuis partie. Je me suis formée, je me suis entraînée. Et là, la société en France a commencé en 2018. Et là, tu t'es spécialisé dans 3 zones du monde, le Royaume-Uni, l'Europe et le Canada. On va prendre un exemple tout simple. On doit faire une lettre de motivation quand on veut rentrer dans un cursus, dans une école. Une lettre de motivation, c'est pas pareil si on l'écrit pour rentrer dans une université en France ou si on l'écrit pour le Royaume-Uni, par exemple. On n'y met pas la même chose à l'intérieur. Non, tu as raison, Gauthier. Les Français ont tendance à être très modestes. Donc, ils vont sous-évaluer leurs compétences et ce qu'ils ont fait.
les Anglais, un peu moins que les Américains, mais qui sont beaucoup plus à se mettre en avant. Donc, le personal statement pour les universités anglaises va être beaucoup plus punchy, enthousiaste, à vraiment essayer de vendre l'enfant à l'université, si je peux dire. Et par exemple, nous, on finit ce courrier avec « Veuillez agréer, monsieur et madame, mes plus sincères salutations ». Ça, par exemple, ça ne se fait pas du tout. Non, pas du tout. Quand on écrit en français, c'est beaucoup de phrases très longues, très jolies, mais qui tournent un peu autour du pot. Quand on écrit à l'anglais, c'est beaucoup plus des phrases courtes, directes au but. On dit ce qu'on a à dire et il y a moins tout ce côté un peu fleuri. Alors on va zoomer sur le Royaume-Uni pour commencer. On n'est pas sans savoir que l'Angleterre a quitté l'Union européenne avec le Brexit. Malheureusement. Et les prix pour les étudiants, ça a un petit peu changé. Avant, on payait la même chose qu'un Anglais. C'est plus le cas. C'est terminé. Non, c'est clair, c'est plus le cas. Donc maintenant, chaque université est libre de fixer son propre tarif, ce qu'il fait. Mais même à l'intérieur de chaque université, les tarifs des formations différentes sont différents aussi. Donc il est vraiment essentiel de bien regarder les tarifs des universités avant de postuler, parce que maintenant, c'est un vrai budget. C'est pour ça aussi qu'Expat Student, qui au début a été créé pour aider les élèves qui voulaient partir en Angleterre, mais depuis on s'est ouvert à d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays où il y a des formations très bien, des universités très réputées, mais avec des tarifs beaucoup plus abordables pour certaines familles. Louise, clairement, depuis le Brexit, il y a beaucoup moins d'étudiants français qui partent en Angleterre. Oui, je dirais que le type d'étudiant qui part en Angleterre a changé. Il y a toujours un engouement pour l'Angleterre d'un certain niveau de revenus, mais les classes, les familles un peu moins aisés, ils veulent toujours envoyer leurs enfants à l'étranger. On a trouvé vraiment des très bons choix ailleurs en Europe et au Canada à des tarifs beaucoup plus intéressants. Alors parlons justement du Canada. C'est étrange, je ne savais pas, tu me l'as appris. On a des accords privilégiés entre le Canada et la France, justement pour payer moins cher ses études. Ça remonte à un moment où le Canada avait besoin de recruter. Oui, le Canada francophone, Gauthier. C'est pas pareil pour Toronto, UBC, etc. Les tarifs là vont être très lourds. Mais pour, par exemple, McGill, Concordia, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, il y a des tarifs beaucoup plus intéressants qui, sans rentrer trop dans les détails, sont entre 10 000 et 15 000 dollars canadiens par an. Si on arrive à un tarif international, ça ferait plutôt les 40 000. Et puis ensuite en Europe, il y a des zones d'Europe où on a des spécialisations, où on est excellent dans certains domaines. Et là, c'est ton expertise qui va permettre à ceux qui veulent partir vivre et étudier à l'étranger de choisir la bonne destination du coup. Effectivement, on ne dit pas, par exemple, je veux étudier aux Pays-Bas ou je veux étudier en Espagne. Déjà, on aide l'élève à choisir ce qu'il veut étudier et puis en fonction de ça, on trouve les universités réputées qui sont très bons dans cette formation-là. Par exemple, pour médecine, je vais aider les élèves peut-être plutôt à partir vers l'Espagne. Pour le business, il y a des très bons business schools aux Pays-Bas. Concrètement, les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient envoyer leurs enfants travailler à l'étranger, en tout cas étudier à l'étranger, comment ça se passe la relation avec Expat Student ? À quel moment on doit se tourner vers toi pour avoir un peu le temps de s'organiser ? Parce que je suppose que tout ça prend un certain temps. Oui, exactement. Il vaut mieux prévoir tout ça un peu à l'amont. Donc, nous, ce qu'on dit aux clients, c'est que le bon moment pour nous contacter, c'est PAC de la première. Sauf s'ils veulent faire médecine, c'est un petit peu plus tôt. Mais PAC de la première, ça nous permet de travailler entre PAC et l'été sur la formation que l'élève veut étudier, parce qu'il est important de bien cibler ce qu'il veut faire. Et puis à 17 ans, en suivant, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Après, pendant l'été de la classe de première, ils peuvent faire un stage ou un summer school, ils font leur test anglais pour avoir tout. Et puis à partir de la rentrée de terminale, on commence la pré-candidature. Pour rentrer en contact avec toi, ça se passe par visio avec les équipes de Expat Student. Tu as aujourd'hui des élèves au Brésil, à Hong Kong. Le problème du décalage horaire t'en fait ton affaire. Oui, exactement. Très souvent, j'ai des rendez-vous très tôt le matin ou très tard le soir. J'essaie de ne pas avoir les deux dans la même journée, mais oui, c'est le Brésil. Je travaille souvent à 10 heures du soir pour avoir un rendez-vous quand l'élève revient du lycée.
Aujourd'hui, avec cette expérience de Expat Student, tu as suivi, je suppose, un certain nombre de parcours. Tu es fier d'avoir pu tendre la main à un certain nombre de ces étudiants? Complètement, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est plus qu'un travail, c'est une passion parce qu'on accompagne des familles entières. C'est pas juste l'élève, c'est aussi toute la famille qui s'inquiète. On a des mamans qui s'inquiètent pour où est-ce que va aller leur enfant. Donc de pouvoir les aider, ça fait plaisir. Et souvent, en fin de leur premier trimestre, dans leur nouvelle université, on les contacte, l'élève qui est devenu étudiant, et juste pour vérifier que tout se passe bien. Et c'est très sympa d'avoir leur retour et de se rendre compte qu'ils sont heureux, ils sont à leur place. On a vraiment bien fait notre travail quand l'élève, au bout d'un trimestre, dit « Je suis très heureux là où je suis ». Merci beaucoup, Louise. Tu avais une petite appréhension de faire de la radio, mais tu as été excellente. Je te remercie, Gauthier. Pour en savoir plus, direction Expat Pro, où vous retrouverez les coordonnées de Expat Student et également dans ce podcast. Au plaisir de t'accueillir à nouveau sur l'antenne, Louise. Merci, Gauthier. À bientôt.